Bienvenue sur Sans filtre ajouté, Monsieur Schellcher. C'est la deuxième fois qu'on se voit dans le cadre du podcast. Bonjour Salomé. Bonjour. Et c'est la deuxième fois également que vous sortez un livre, je vous le disais, Le bonheur est dans l'action, un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Aujourd'hui, on va parler de transformation du commerce, de leadership et de la place de l'humain, parce que j'y tiens sur le média Sans filtre ajouté, c'est vraiment l'humain au centre du commerce. Chez eux, on y tient aussi, donc ça tombe bien. Exactement, exactement. Tout d'abord, en question d'introduction, vous prenez du coup que le bonheur est dans l'action, dans le mouvement, j'y crois beaucoup. Mais quel est le frein finalement à l'action ? Le plus grand frein à l'action, je pense que c'est soi-même. On est soi-même parfois un frein à nos propres projets, à notre propre action. Et donc pour moi, il y a un élément fondateur dans le livre, fondateur presque dans ma vie, avec mes lectures, avec ce que j'ai lu, notamment à une certaine époque de mon parcours, c'est qu'il faut bien se connaître. Il faut très bien se connaître, être en phase avec ses envies profondes dans la vie. Je pense qu'il n'y a rien de plus important. Je dis dans le livre qu'on prend 3-4 grandes décisions dans sa vie, pas beaucoup plus. On les prend bien si on se connaît bien. Et donc voilà, à partir du moment où on se connaît bien, je pense qu'on lève un certain nombre de freins. Et le projet qu'on a défini est plus fort que tout. Et même dans la difficulté, même dans la complexité, quand on se raccroche à un projet qui est fort, on avance sans relâche. Est-ce que vous avez mis en place justement des outils, des éléments pour mieux vous connaître ? Moi, mieux se connaître, c'est dans la confrontation. Et la confrontation avec quoi ? Avec les mots et donc avec les livres. Et donc, il y a sur le chemin de la connaissance de soi, qui ne s'arrête jamais finalement, il y a pour moi beaucoup de lectures, avant tout, donc des auteurs importants. Donc je cite les citations dans le livre, il y a beaucoup de citations, mais des citations qui me tiennent à cœur. Il y a des rencontres, bien évidemment, il y a des gens qui vous éclairent sur ce chemin. Et il y a des gens dans le monde professionnel aussi, avec qui vous travaillez, qui peuvent aussi éclairer votre chemin. Donc c'est tout ça un moment qui fait que vous vous connaissez mieux. Mais ce n'est pas suffisant. À un moment, il faut aussi réfléchir sur soi. Il faut s'arrêter, peut-être prendre une feuille de papier, écrire un certain nombre de choses et se prêter à cet exercice d'écrire les choses, quoi. Donc c'est tout un cheminement. Alors, je vous propose qu'on parle de s'adapter ou disparaître, parce que vous en avez beaucoup parlé aussi dans le livre. Et dans votre livre, notamment, vous insistez sur l'idée que le succès d'hier peut être l'échec de demain, finalement. Et dans un monde aujourd'hui en perpétuelle crise, j'ai envie de dire, où les habitudes de consommation évoluent, les réglementations, les innovations technologiques s'accélèrent et évoluent en permanence. La seule certitude, c'est le changement, en tout cas. Pourtant, on voit encore des entreprises s'accrocher à des modèles qui sont dépassés et vous évoquez dans le livre, je cite, « Ce qui marche est déjà dépassé ». Est-ce que vous avez des exemples en grande distribution ou même tirés de votre carrière professionnelle qui finalement va dans le sens de cette phrase ? Alors, le sens de cette phrase, c'est surtout un mot d'ordre en fait. C'est un mot d'ordre à dire « arrêtez de se remettre en cause, arrêtez d'innover, ne rien prendre pour acquis ». Quand tout marche bien, tout peut aller mal très vite. Et c'est marrant parce qu'on se voit ce soir et je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait une entreprise peut très vite décliner, péricliter. Et c'est vrai parce que on peut être sur un modèle qui est formidable pendant des années, mais parce qu'il y a une innovation, parce qu'il y a un nouvel entrant qui arrive avec une nouvelle façon de faire, on peut très vite être mis en cause. Donc en fait, cette phrase, c'est surtout un rappel à l'ordre permanent de dire attention, attention, attention. Quand tout va bien, tout peut encore une fois très vite aller mal. Donc faisons attention, préparons toujours l'après, le coup d'après, réfléchissons à la suite. C'est ça en fait qu'il y a derrière cette phrase. On est, je le disais, dans un monde qui évolue constamment. Comment, en tant que marque alimentaire, on peut distinguer et faire la différence tout simplement entre une évolution conjoncturelle et un effet de mode finalement ? La vraie marque alimentaire traverse le temps et dépasse les effets de mode, mais elle le fait parce qu'elle est profondément engagée. Et chez nous, on essaie de le faire, notamment à travers notre marque distributeur, la marque U. La marque U, c'est quoi ? C'est une marque, je pense, vraiment engagée, notamment alors sur l'ensemble des 6000 produits, mais notamment du côté des produits frais. Ça veut dire quoi ? C'est dire que derrière les produits frais U, il y a des contrats tripartites. Nous,
une coopérative agricole, un transformateur. On s'est mis autour de la table, des contrats de 3 à 5 ans, une rediscussion du prix chaque année, un cahier des charges fort, origine France. Absolument, il n'y aura pas de beurre irlandais chez eux ou polonais, il y aura toujours un emmental français et pas venant des Pays-Bas. Voilà, et donc un cahier des charges qui porte nos engagements. Presque tous nos produits frais français sont bleu blanc cœur. Donc une qualité de nourriture animale qui rejaillit sur la santé de l'animal, mais qui du coup rejaillit sur la santé humaine. On en est à la 7e ou 8e étude qui démontre ça. Donc, une marque est forte parce qu'elle prend des engagements forts qui traversent le temps et qui résistent aux effets de mode, voilà, vous voyez ce que je veux dire, voilà, et de rester fidèle. Et quand les temps sont, comme vous les avez décrits, complexes, changeants, etc., il n'y a rien de plus dur que de rester fidèle à ce qu'on est. Est-ce qu'il y a des signes faibles que vous observez aujourd'hui sur le marché qui, selon vous, structureront la grande distribution de demain ? Alors, il y en a un majeur. Pour moi, c'est aujourd'hui, dans toutes les enquêtes qu'on lit, la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Mais tout de suite derrière, c'est la qualité de l'alimentation. Il y a ça, donc ça pour moi c'est presque le chapeau. Et en fait, derrière qualité de l'alimentation, on peut faire plein de joints. Il y a des articles aujourd'hui de plus en plus, c'est quelque chose maintenant dont on parle largement, sur l'obésité qui ne cesse de progresser. Les courbes de comportement alimentaire en France rejoignent les courbes de comportement alimentaire aux États-Unis. Ça se dégrade très fortement. À l'autre bout du spectre, on fait des liens potentiels entre alimentation et maladie. Il y a une multiplication des cancers. Je ne suis pas un spécialiste, mais on sait que de plus en plus que certains comportements peuvent peut-être générer, ou en tout cas favoriser, avoir un terrain favorable pour des maladies. Donc je pense que le grand sujet auquel on va être tous confrontés dans les temps qui viennent, producteurs, distributeurs, tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire, c'est ça. C'est ces sujets-là. On va nous demander des comptes là-dessus. Est-ce qu'on a un consommateur qui est conscient de ces sujets ? Parce que nous, c'est vrai qu'on les regarde, qu'on les observe et qu'on les analyse finalement dans le temps. Est-ce qu'un consommateur, quand il fait ses courses, il réfléchit à ces sujets-là ? De plus en plus, peut-être pas majoritairement aujourd'hui, mais quand les gens expriment un souci de qualité dans leur alimentation et donc dans les sondages, c'est qu'ils le ressentent. Alors, encore une fois, peut-être pas tous, mais je discutais l'autre jour avec Émilie Mayer, vous devez la connaître, de Circana. Émilie nous expliquait, en visite chez U, que derrière la consommation qu'on vit en France actuellement, il y a bien sûr de l'arbitrage lié au pouvoir d'achat. Il y a parfois, pour certaines personnes, c'est moins majoritaire, mais ça émerge, des envies de sobriété. J'achète moins, j'ai plus besoin d'acheter autant. Et un troisième niveau, c'est j'achète pas parce que je trouve pas la qualité que je veux forcément. Vous voyez, tout se rejoint en ce moment sur ces sujets-là. Donc, on est face à un grand défi. Monsieur Schleicher, j'ai envie de vous parler de leadership, de management, parce que c'est aussi, je pense, un gros sujet de nos entreprises aujourd'hui. Vous évoquez dans le livre 2 types de personnes face aux crises, ceux qui restent figés et ceux qui s'adaptent. Vous, en tant que dirigeant, vous avez traversé évidemment plusieurs crises. Je suis un président des crises. Je me demande parfois si c'est pas à cause de moi depuis 2018. Oui. Et pourtant, vous semblez toujours dans l'action et dans l'adaptation. Comment avez-vous personnellement évolué pour répondre aux crises, notamment récentes ? Sur quoi vous vous appuyez justement quand il y a ce type de crise ? Si vous devez parler à un dirigeant aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui dites ? Je vais vous dire sur l'expérience. Je ne souhaite pas les crises, bien évidemment, mais j'apprécie la gestion de crise. Et pourquoi ? Parce que ces dernières années, on est allé de crise en crise. Et qu'à force, on a pris toute l'équipe ici des repères de comment gérer la crise, des repères effectivement de réactivité, des repères de collaboration, parce que gérer une crise, c'est mettre en place toute une équipe, c'est des réflexes, c'est des procédures qui sont prêtes à l'avance aussi, qu'on suit maintenant, et à force d'en vivre, forcément tu déroules l'ensemble de ce que tu as préparé. Et donc une crise pour moi, quand elle arrive, on doit déjà être prêt.
en fait. C'est ça la clé. Et donc voilà, encore une fois, à force, on a maintenant chez U, de manière générale, des réflexes. On a connu des choses graves. Hein. C'est chez U qu'a eu lieu l'attentat de Trèbes, où le gendarme Beltrame est mort dans le magasin, dans le bureau de la chef de caisse. Donc ça, c'est des choses qui nous ont profondément marqués, qui nous ont fait profondément travailler dans le groupe et qui nous ont conduit à mettre en place des dispositifs qui aujourd'hui nous permettent de réagir dans un certain nombre de cas. Voilà, encore une fois, je ne le souhaite évidemment pas, aucune de ces crises, mais il faut être prêt et le leader, le manager, le dirigeant doit plus que jamais dans ce monde incertain et complexe y être préparé d'une façon ou d'une autre. Et l'autre jour, je suis le parrain de la promo 2024 des étudiants de l'ESCA, qui est mon école, promo 93, je suis un alumni. Et c'est un message fort que je leur ai passé parmi d'autres. Je leur ai dit, dans ce monde qui bouge vite, préparez-vous à gérer des crises dans votre activité demain. Peut-être des petites crises au départ, des grandes crises plus tard, mais préparez-vous à ça. Comment ils reçoivent ce message, à votre avis ? Écoutez, j'ai eu des bons retours après ce discours de parrainage, mais il n'y avait pas que ça, mais c'est un des éléments. Hein. Et franchement, j'avais en face de moi une génération de jeunes top. J'ai beaucoup discuté aussi avec les professeurs. Voilà, c'était assez réjouissant de voir que la relève est là, est assurée et puis arrive sur le marché du travail. La plupart ont déjà d'ailleurs leur job en pleine forme, avec plein d'idées de bon leadership, avec une vision stratégique intéressante. Non, c'était absolument réjouissant. On voit également un monde qui se digitalise. Alors le grand mot, c'est l'intelligence artificielle. Bon, ça englobe évidemment plein de choses. Vous parlez aussi dans votre livre, vous dites, je cite, « Le commerce qui réussira demain sera un commerce humain ». Et pourtant, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'expérience client, elle devient de plus en plus dématérialisée. Donc forcément, je voulais vous faire réagir par rapport à ça. Comment on maintient cette dimension humaine, selon vous, dans un point de vente, au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, dans un monde qui devient ultra digitalisé ? Écoutez, je n'étais pas à New York à la NRF, le grand rendez-vous du retail dans le monde au mois de janvier. Je n'y étais pas, par contre, j'ai suivi les comptes rendus. Et une chose qui m'a rassuré et frappé, c'est que plusieurs intervenants dans les conférences ont dit clairement que l'avenir est au commerce physique plus qu'au commerce digitalisé dans l'alimentaire. Je parle bien dans l'alimentaire. Bien sûr. Plus que jamais, et les perspectives sont même pour une part grandissante du commerce physique dans l'alimentaire, mais à certaines conditions et à la condition d'une grande humanité. Donc attention qu'on ne se trompe pas dans mon propos. Bien sûr, je suis pour un commerce omnicanal, pour proposer une expérience sans couture avec des applis au top et eu encore des progrès à faire sur ces plans-là. Mais en même temps, le gros du business se fera dans l'alimentaire, dans des magasins physiques, avec des bons bouchers, des bons boulangers, une bonne baguette servie, une hôtesse de caisse sympathique chez qui on a envie de revenir chaque semaine. Si on a une difficulté dans le magasin, qui que ce soit, qu'on arrête le collaborateur, qu'il puisse répondre, accueillir et emmener le client jusqu'à solutionner son problème, c'est ça qui continuera à faire la différence. Et je le dis d'autant plus à un moment où certains baissent les bras, parce que c'est difficile de trouver un bon boucher, un bon boulanger, une bonne compétence professionnelle. Et parfois, on voit maintenant, j'ai fermé mon rayon boucherie. Alors ça, c'est vraiment un mot d'ordre chez U, qu'on donne fortement à dire, surtout vous ne lâchez pas. On continue à investir malgré les difficultés, et pour nous c'est une voie majeure, et donc pour moi, oui, plus que jamais, le commerce qui réussira sera humain demain. Les attentes des salariés au global, peu importe la génération finalement, ont radicalement changé. Et dans votre livre, vous en parlez du management, qu'un manager doit être capable d'inspirer, de faire confiance et de donner du sens. Le management parfait, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, on voit une tendance qui est extrêmement forte. De plus en plus de salariés refusent des promotions. Et d'ailleurs, dans le cadre du média Sans filtre ajouté, beaucoup m'écrivent en m'expliquant leur cas, et je vous remercie pour les partages, mais du coup, c'est vraiment des questions que j'ai envie de vous poser. Et beaucoup remettent en question, évidemment, des modèles traditionnels de management. Comment, selon vous, composer avec ces nouvelles attentes
tout en maintenant évidemment la performance des équipes? Alors, ces générations dont vous parlez se sont remises en cause ces dernières années par rapport aux réflexes d'avant. Je pense que le temps du Covid a permis de prendre du recul à beaucoup de monde et de réfléchir sur le sens qu'il voulait donner à son rôle dans l'entreprise. Et donc, en face de cela, les managers, les leaders, les dirigeants doivent eux-mêmes se remettre en cause et s'adapter. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est ce que j'essaie d'écrire dans le livre, c'est effectivement que le manager doit avant tout donner du sens à son équipe, et puis s'il est le dirigeant, donner du sens à l'ensemble de ses collaborateurs. C'est la première chose que les gens attendent. Plus ce sens est fort, plus il est clair, plus il est partagé, plus il est suivi dans le temps, plus dans la difficulté, dans l'action, vous pouvez vous raccrocher à maintenant le projet c'est ça, là c'est un épiphénomène que je vis, le projet est beaucoup plus fort, je continue, je travaille, etc. Donc pour moi, la chose fondamentale, elle est là. Donc donner tout d'abord du sens. Ensuite, animer au quotidien dans la proximité, bien évidemment. Le contact, voilà, je parle du management par la promenade, c'est ce que je fais au magasin. Je vais au contact à la fois d'ailleurs de mes collaborateurs, de tous le matin, mais aussi de mes clients. Et puis, c'est reconnaître beaucoup. Moi, je suis frappé dans les études qu'on peut lire à gauche, à droite, du manque de reconnaissance. Donc le fameux merci, il est tellement important, c'est tout simple, mais merci pour ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi. Donc ça, c'est des choses importantes. Et après, vous avez raison, je lis comme vous des enquêtes aussi qui disent, mais en fait, je n'ai pas envie de prendre de responsabilité parce que c'est trop de contraintes, et j'ai lu une phrase, c'est trop de charge mentale. Bon, après ça, le choix appartient à chacun, mais à nous qui encadrons des équipes, de continuer à donner du sens et de continuer à motiver des gens à prendre des responsabilités au-delà de la charge que ça représente, et en trouvant un équilibre sain pour que chacun y trouve son compte. Peut qu'aller évidemment dans votre sens. Vous parlez aussi de confiance et ça, pareil, c'est une des bases, j'ai envie de dire, du management et puis voilà, du leadership avec des équipes. Absolument, la confiance, c'est le socle. Dans mon projet d'entreprise, dans mon magasin, j'ai un petit dépliant sur le projet de l'entreprise, et il y a une page sur les valeurs. Et la première valeur à partager pour moi, c'est la confiance. Rien ne se fait sans confiance. Je recrute quelqu'un parce que j'ai confiance en lui, confiance en ses capacités pour l'avenir. Et il n'y a rien pour moi de plus important que ça. Et d'ailleurs, le corollaire, c'est que si la confiance est trahie, c'est pas possible de continuer ensemble. Donc bien sûr, vous avez raison, la confiance est le socle. J'aimerais beaucoup visiter votre magasin. Ah, eh ben écoutez, prenons rendez-vous. On va prendre rendez-vous, effectivement. Monsieur Jacher, je vous propose de conclure cet épisode de podcast. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes générations qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans le commerce ou même dans l'entrepreneuriat, si vous avez un conseil à donner, lequel serait-il ? J'ai au regard de mon expérience, un mot qui est important, c'est de persévérer. Je m'explique, des gens intelligents, des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent bien, il y en a beaucoup. Et vous serez confronté dans votre parcours, et c'est tant mieux, à beaucoup de gens intelligents qui travaillent beaucoup, qui ont plein d'idées, de créativité, etc. Mais souvent, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui à un moment s'arrête, c'est la persévérance. C'est surmonter l'échec. C'est ne pas s'arrêter au premier obstacle venu, avoir un projet suffisamment fort justement pour surmonter les obstacles. Et donc, c'est pour moi la qualité qui fera la différence, et donc de ne pas jeter l'éponge encore une fois au premier petit souci qui arrivera forcément dans votre parcours. Voilà. Quel est le prochain défi, votre prochain défi personnel ou professionnel ? Mon prochain défi, j'en ai énormément. Mon moteur, vous l'avez compris, et mon bonheur est dans l'action. Et donc des défis, je m'en donne beaucoup. Non, mon plus grand défi, c'est d'emmener U
dans la réussite de notre projet CAP 15, 15% de part de marché en 2030. On est totalement en ordre de marche chez U avec toutes les équipes, avec tous mes collègues patrons, avec tous nos salariés permanents pour aller dans ce sens. Il y a beaucoup d'énergie chez U en ce moment. On a beaucoup de projets à gérer parce que ça tape beaucoup à la porte et voilà, on emmène tous ces projets-là. Donc mon plus gros défi, voilà, c'est d'être le garant de la réussite de ce projet-là et de le mener à bout, j'espère, en 2030. Si les collègues me font encore confiance au mois de juin prochain, parce qu'il y a une étape où mon mandat s'arrête, je me représente chez U pour un second mandat. Et donc, voilà, les collègues choisiront au mois de juin la suite de l'aventure. Quel est le prochain invité que vous voudriez entendre sur le podcast Sans filtre ajouté ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'inviterais quelqu'un sur le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, autour de l'alimentation, de la qualité de l'alimentation. C'est quoi la bonne alimentation demain ? Comment sensibiliser les jeunes à cette bonne alimentation ? Comment réapprendre à cuisiner aux jeunes qui n'ont peut-être pas appris à la maison, qui achètent plus de produits transformés, qui achètent très peu de fruits et légumes. C'est une grande tendance actuellement. Donc je rechercherai peut-être un sociologue, un spécialiste de la diététique pour parler de ce type de sujet-là et de leur vision, eux qui sont confrontés tous les jours à ces analyses-là. Voilà, par exemple. Je n'ai pas de nom précis, mais bien sûr, je prends le défi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Schellcher. Merci d'être venu jusqu'à notre siège à Rungis. Et, avec grand plaisir. Bon vent pour votre parcours d'entrepreneur. Merci beaucoup. À bientôt.